5 heures. Mais qui ça peut être? Gendarmerie royale du Canada. Monsieur Fred Rose? Oui, c'est bien moi, Fred Rose. Vous êtes en état d'arrestation. Vous allez devoir nous suivre. Mais pourquoi? C'est la loi des mesures de guerre. Mais je suis député. Où est-ce que vous allez, là? Téléphone à mon avocat. Non, je regrette, nos ordres sont formels, pas d'avocat. Tournez-vous, là. Voulez-vous mettre un manteau? Nous sommes à Ottawa le 15 février 1946. Cet homme que l'on vient d'arrêter s'appelle Fred Rose, député de Montréal-Cartier et premier communiste assiégé à la Chambre des communes. Son procès passera à l'histoire. Car Fred Rose, c'est la première victime de la guerre froide, terme que l'on vient à peine d'inventer. Elle commence au Canada, cette guerre, et on peut aller jusqu'à lui attribuer une date de naissance, le 5 septembre 1945. Ce soir-là, un dénommé Igor Gouzenko quitte son poste à l'ambassade soviétique, où il est affecté à déchiffrer des messages. Sous sa veste, une liasse de documents renfermant des noms de code, dans bien des cas, d'informateurs. Fred Rose est l'un de ceux-là. La presse internationale s'empare tout de suite de l'affaire et accuse les espions présumés d'avoir contribué à la préparation par l'Union soviétique d'une troisième guerre mondiale. La chasse aux sorcières est ouverte et c'est ici, au Palais de justice de Montréal, que les premiers coups seront tirés. Vous êtes donc accusé d'avoir conspiré avec le colonel Zabotin, alias Grant, avec le major Sokolov, alias Davy, dans le but de menacer la sécurité du Canada, d'avoir obtenu, gardé, colligé, publié, communiqué... Issu d'une famille pauvre et ouvrière, Fred Rose a trouvé dans les sweatshops de Montréal sa vocation de syndicaliste et de politicien de gauche. Ardent défenseur des démunis, des petites gens, il est extrêmement populaire dans son comté de Montréal-Cartier qui couvre toute la région du boulevard Saint-Laurent et du plateau Mont-Royal. Oh, c'est Duplessis lui-même qui a signé le document. On veut vraiment avoir ma peau. Ouais. Normalement, vous auriez droit à une enquête préliminaire. Or, seul le procureur général de la province peut en ordonner autrement. Et le procureur général de la province, c'est Duplessis. Vous avez tout compris. Un acte d'accusation qui donne un permis de chasse et pêche à la couronne. Aucune enquête préliminaire. Vous êtes choyé. Je me demande ce que Duplessis a eu en retour. Monsieur Rose, c'est pour que vous soyez traité avec justice que je vous accorde votre cautionnement. Après 6 semaines de détention, c'est pas trop tôt. Qui est fixé à 25 000 $. Mais votre seigneurie, c'est énorme. La semaine dernière, vous avez accordé un cautionnement de 10 000 $ à Jean Demers, et il est accusé de meurtre, lui. Mon mari ne gagne que 4 000 $ par an. Où voulez-vous qu'on puisse trouver cet argent? Madame pensait plutôt qu'encore tout à l'heure, tout cautionnement était refusé. Les accusations qui pèsent sur votre mari sont extrêmement graves. L'étau qui se resserre sur Rose va broyer bien d'autres victimes. Leur crime d'avoir sympathisé avec le mouvement communiste pendant la grande crise économique des années 30. Aux États-Unis, c'est le début du macartisme qui va accuser la communauté scientifique, la presse, les universités, l'administration et même Hollywood d'être noyautés par les communistes. Ces images, l'explosion de bombes atomiques sur le Japon, sont à l'origine de cette terreur collective. Car seuls les Américains détiennent ce terrible secret atomique. Leur angoisse qu'ils réussissent à communiquer au reste de l'Occident, c'est que les Soviétiques s'emparent du secret et se servent de la bombe contre l'Ouest. Igor Gouzenko, dont les révélations ont tout lancé, ne montrera jamais son visage en public.
Sa face masquée passe à la une de tous les journaux du monde, attisant par son mystère la paranoïa collective qui s'empare de toute une génération. On a l'argent. Mais comment as-tu fait? Tes électeurs, tous les petits gens que t'as aidés, le parti. Et vous, Maître Cohen, comment avez-vous réussi à me faire autoriser les journaux? Secret professionnel. Je vous présente Valmore Bienvenu, qui va me seconder durant le procès. Monsieur Rose. Là. Ils ne sont pas très rassurants. Ce ne sont pas les journalistes qui auront à vous juger, mais un jury. Des hommes qui, devant l'absence de preuves, n'auront d'autre choix que de vous acquitter. On n'hésitera pas à sacrifier un petit député comme moi, un gars du peuple. Vous savez bien que vous êtes présumé innocent, Monsieur Rose, jusqu'à preuve du contraire. Dans ce cas-ci, maître, vous allez voir, ce sera au contraire. C'est par là qu'ils ont fait entrer. Monsieur Gouzenko, vous demandez qu'est-ce que vous allez dire à propos de vos... Votre Seigneurie, pour la sécurité de mon témoin, et étant donné la teneur des informations qui seront transmises à cette cour, je demande qu'un huis clos soit imposé. J'accède à votre demande, maître. Que l'on fasse évacuer la salle. Madame, vous devez sortir. Mais je suis sa femme. Je veux rester. C'est impossible, madame. Vous pouvez vous asseoir là. Mais ça va être long. Vous devriez peut-être rentrer chez vous. Merci, vous êtes gentil, mais je vais attendre ici. Je vais venir vous le dire quand vous pourrez rentrer. J'ai voté pour votre mari aux dernières élections. Il est bien aimé dans le quartier. Moi, je suis un vétéran, puis on n'a pas oublié ce qu'il a fait pour nous autres. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Merci. là... Vous devriez rentrer. Je ne voudrais pas vous attirer des ennuis auprès de vos supérieurs. Avec un lourd accent russe auquel les jurés finiront par s'habituer, Igor Gouzenko va témoigner pendant 5 jours complets. Monsieur Gouzenko, en quelle année êtes-vous arrivé au Canada? En 1943. Et quelles étaient vos fonctions à l'ambassade soviétique? Responsable du code. Je chiffrais et déchiffrais les messages du colonel Zabotin. Qui était ce colonel Zabotin? Attaché militaire soviétique au Canada. En septembre 1945, juste après la fin de la guerre, vous avez quitté l'ambassade de Russie en emportant avec vous des documents auxquels nous reviendrons d'ailleurs. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé par la suite? Je suis sorti de l'ambassade avec les papiers sur ma chemise. Les révélations de Gouzenko ont failli ne jamais voir le jour. Au moment où il s'est enfui de l'ambassade russe, personne ne voulait le voir, ni les journalistes, ni la police, ni le gouvernement. Au ministère de la Justice. Le ministre n'a pas voulu me voir. À l'ambassade, la disparition des documents était maintenant connue. Des gens sont venus casser porte de ma maison. Les Russes, par contre, tenaient beaucoup à mettre le grappin sur lui pour le faire taire. Placé enfin sous la protection de la police montée, il ne sera finalement pris au sérieux que quand les Américains se saisissent de l'affaire. Revenons aux documents. Objection, Votre Seigneurie. Les documents subtilisés par le témoin sont le fruit d'une autre personne et font état de faits dont le témoin n'a même pas eu directement connaissance. Je rejette l'objection de la défense.
Ce tribunal a déjà admis dans d'autres cas de conspiration des témoins n'ayant aucun lien avec l'accusé, pourvu qu'ils puissent nous instruire de l'historique ou des circonstances du complot. J'applique la même règle à la production de ces documents. Poursuivez, je vous prie. Monsieur Guzenko, j'aimerais que vous nous parliez des services secrets soviétiques. Il y avait des services de renseignement dirigés par le colonel Zabotin. Et dites-nous, comment était constitué ce service? Il y avait des agents Des agents recruteurs? Oui. Mission, mettre en relation avec des personnes qui avaient secret. Et qui étaient ces agents au Canada? Fred Rose et Sam Carr. Je l'ai lu ça sur document écrit par le colonel Zabotin. Objection, Votre Seigneurie. On ne fait pas appel à la connaissance personnelle du témoin, qui n'est pas l'auteur des documents. Peut-être que Zabotin voulait impressionner ses supérieurs en mettant le nom de Rose, un député canadien, sur ses listes. Qu'en savez-vous? Maître Cohen, le témoin est à la couronne. Vous poserez des questions en contre-interrogatoire. Continuez votre preuve, Maître Brin. Monsieur Guzenko, vous nous avez dit que Fred Rose avait pour mission de recruter des agents d'information. Pouvez-vous nous nommer quelques personnes recrutées par Fred Rose? Il y avait Gordon Lunan, qui travaillait pour Affaires canadiennes à Ottawa. Est-ce que Fred Rose était en contact avec d'autres agents? Avec le professeur Boyer. Et qui est le professeur Boyer? Spécialiste en explosifs. Vous savez quel type d'explosif? Eh bien, je me souviens qu'il a donné des renseignements sur un explosif qui s'appelle RDX, mais je ne suis pas maître en explosifs. Sur cette feuille, provenant des documents pris par vous-même à l'ambassade, je vois une série de chiffres accompagnés de ce que je crois être des noms. De quoi s'agit-il exactement? C'est un nombre de choses envoyées à Moscou par courrier diplomatique. Et le nom se trouvant à côté, par exemple, au numéro 105, je vois Green. C'est le nom de code. Mais Green, je ne sais pas qui c'est. Et au numéro 108, je lis Debouze. Vous savez qui il est? Fred Rose. Si je comprends bien, ça veut dire que des documents émanant de Fred Rose ont été envoyés par courrier diplomatique à Moscou. C'est exact. À Moscou. C'est vous, ça, la femme de Fred Rose, le communiste, un espion qui a trahi le Canada. Ben, il mérite d'être pendu pour ce qu'il a fait au pays qui l'a accueilli. Je vous demande pardon? Hey, faites pas l'innocente, hein? C'est comme ça que vous nous remerciez, en donnant des secrets aux Russes? Dans ce cas-là, retournez donc dans votre pays. On aura bien moins de troubles par ici. Même si ça doit rester entre nous, s'il était vraiment hostile, il cacherait davantage son jeu. Cela dit, on ne peut pas dire qu'il nous soit entièrement acquis. As-tu envoyé les brefs d'assignation? Ils sont tous partis aujourd'hui. Au ministre de la Défense? Fait. Le sous-ministre de la Défense, le secrétaire d'État? Fait. Le sous-secrétaire d'État? C'est fait aussi. J'ai bien expliqué à leur secrétaire que tout ce que vous vouliez, c'est qu'ils viennent tout simplement nous dire qu'à l'époque, les Russes étaient nos alliés. Et que donc... Très bien. À nous deux, Monsieur Guzenko. J'aimerais que vous nous parliez de votre enfance. Comment était votre famille? Riche? Pauvre? Non, pas riche du tout. Mes parents étaient instituteurs. Lors de vos études de 1941 à 1943, vous étiez à Moscou. Oui. Comment était la vie à ce moment-là? C'était la guerre. Les Allemands occupaient la grande partie de la Russie. C'était terrible. La vie au Canada a dû vous sembler plus facile quand vous êtes arrivé ici en 1943, n'est-ce pas? Oh oui. Monsieur Guzenko,
N'est-il pas vrai qu'en 1944, Moscou a voulu vous rapatrier? Oui, c'est le colonel Zabotin qui a parlé à Moscou pour que je puisse rester. Vous teniez beaucoup à rester, donc. Pouvez-vous dire à ces messieurs du jury qui est Kulakov, monsieur Gouzenko? C'est un autre déchiffreur. Il devait éventuellement me remplacer. Saviez-vous à quel moment il devait entrer en fonction? Aussitôt qu'il pourrait faire le travail. Ce qui veut dire... Mois de juillet 1945. Que serait-il advenu de vous, monsieur Gouzenko? Hein? Que vous serait-il arrivé? Je serais retourné à Moscou. Pardon? Retourner à Moscou. Aviez-vous envie d'y retourner? Non, pas du tout. Est-ce que c'est à ce moment que vous avez décidé de rompre votre serment d'office et de dérober les documents du coffre-fort? Non, non, non. J'y pensais déjà depuis un an. Monsieur Gouzenko, avez-vous déjà rencontré Fred Rose? Non, jamais. L'avez-vous déjà aperçu à l'ambassade? Non. Dans le bureau de l'attaché militaire, le colonel Zabotin, peut-être? Non, jamais. Jamais. Est-ce que c'est vrai que tu es un espion? Qu'on va te mettre en prison? Qui t'a dit ça? Ma meilleure amie, Émilie. C'est sa maman qui lui a dit. Laura, chérie, il ne faut pas croire tout ce que les gens racontent. Et maintenant, je suis toujours toute seule. Alors tu vois, j'ai plus personne pour jouer. Tu vas revenir bientôt, hein? Quand toute cette histoire sera terminée, ma chérie, maman va revenir à la maison. Mais quand? Je ne sais pas. Dans 2 ou 3 semaines. Et toi? Moi, ça risque d'être un peu plus long. Alors c'est vrai que t'es un espion? Ils vont te mettre en prison? Étant donné que la nature des propos qui seront tenus dans cette salle tombe sous la loi des secrets officiels, un huis clos est décrété pour le témoignage de monsieur Raymond Boyer. Moi, il y a une chose que je trouve pas correcte. Les jurés, ils ont la radio, les journaux. Je n'ai même vu qu'ils buvaient de la bière. C'est pas supposé, ça. Merci de toutes vos gentillesses, monsieur. Quelle est votre profession, monsieur Boyer? Je suis chimiste. Où avez-vous complété vos études? D'abord au collège Loyola, et puis à McGill, ensuite à Harvard, et enfin à l'université de Vienne et à la Sorbonne. Et qu'est-ce qui explique que vous n'ayez pas été payé pour les divers travaux que vous avez effectués à titre de chercheur pour le gouvernement? Je suis indépendant de fortune, maître. Et quelle était la nature de votre travail en 1941, quand vous êtes arrivé à l'université McGill? Mon secteur de recherche était les produits chimiques et les explosifs. J'ai travaillé entre autres sur le RDX. Qu'est-ce que le RDX? Un explosif très puissant, découvert par les Allemands en 1899. Et que faisiez-vous, au juste? On mettait au point la fabrication du RDX à grande échelle. Les Américains, les Canadiens et les Britanniques ont collaboré là-dessus, n'est-ce pas? C'est exact, oui. Monsieur Boyer, connaissez-vous Fred Rose? Oui.
Connaissez-vous cet homme? C'est le colonel Zabotine. Je l'ai vu une fois lorsqu'il est venu chez moi. Connaissez-vous cet autre homme? Oui, il s'appelle Sam Carr. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois lors de réunions sociales. En maîtrise chimique et les expériences. Monsieur Boyer, je dirais que je suis un radical de gauche. Avez-vous donné des informations sur le RDX à Fred Rose? Oui. En quelles circonstances? À la suite d'un article de journal faisant état de nouveaux développements dans la recherche et y associant mon nom, Fred Rose m'a contacté pour avoir certaines informations sur le procédé de fabrication du RDX. Quel but Fred Rose poursuivait-il? Il voulait transmettre ces informations à une mission technique russe en visite au Canada. Je savais que le premier ministre King était d'accord pour que l'on aide cette mission. Après tout, les Russes étaient nos alliés à ce moment-là. C'est pourquoi j'ai transmis à Rose les renseignements qu'il m'a demandés. Mais vous avez agi de votre propre chef. Oui. Oui, je l'ai fait pour combattre le nazisme et le fascisme. Bien. La parole est à vous, maître. Veuillez, professeur Boyer, regarder cet exhibit et nous dire de quoi il s'agit. C'est une copie de l'American Scientific Journal. Cette revue est distribuée aux scientifiques du monde entier, n'est-ce pas? C'est exact, oui. Y compris les scientifiques russes. Bien sûr. J'attire votre attention sur un article à la page 39. Dites-nous, s'il vous plaît, de quoi est-il question dans cet article précisément? De la fabrication du RDX. C'est un rapport de recherche exhaustif sur le sujet. Avec l'aimable autorisation du greffier, je me permets de vous remettre en main propre une quantité d'articles datant de 1944 et qui traitent tous du processus de fabrication du RDX. D'autre part, professeur Boyer, combien de savants travaillaient avec vous à McGill? 7 au départ. Et puis ce chiffre s'est élargi jusqu'à une centaine de personnes durant la guerre. Et votre laboratoire était-il sous clé? Durant la première année, tout était complètement ouvert. Et par la suite, certaines mesures de sécurité ont été imposées. Dernière question. Quel lien y a-t-il entre votre travail sur le RDX et la bombe atomique? Aucun. Absolument aucun. Mais non, ça n'a rien à voir. Merci, professeur Boyer. Cher, vous étiez à l'emploi du Haut-Commissariat britannique, à Ottawa d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est exact. J'occupais un poste de sténographe. Vous connaissez bien l'accusé, Fred Rose? Oui, oui, nous nous sommes connus dans une réunion d'amis. Et cette première rencontre eut lieu en quelle année? Oh, je crois que c'était en 1936. Oui, en 1936. Lors de ces rencontres entre vous et M. Rose, de quoi parliez-vous? Nous devons nous objecter aux conversations qui sont antérieures au délit, votre honneur. L'acte d'accusation est clair sur ce point. La présumée conspiration a eu lieu à partir de 1939. De plus, en 1936, la loi des secrets officiels n'existait pas. En conséquence, mon client ne peut l'avoir enfreinte. Votre Seigneurie, nous essayons de faire la preuve que déjà, à cette époque, l'accusé cherchait à entrer en relation avec des gens haut placés, susceptibles de lui fournir des informations. Une conduite passée peut servir de preuve, même si elle est antérieure à la conspiration. Répondez à la question de Maître Bray. De quoi parliez-vous? Des politiques du Parti communiste. On cherchait des moyens pour combattre le nazisme et le fascisme. Avez-vous transmis des informations à l'accusé, des informations provenant du Haut-Commissariat britannique? Oui, j'ai donné des renseignements. C'était pour stopper le nazisme et le fascisme. Je croyais que... Merci, mademoiselle Wilshire. Je n'ai plus de questions. Maître Cohen, les jurés ont eu accès aux journaux, à la radio. Comment cela est-il possible? Je vais en parler au juge. Mais les journaux ont condamné mon mari dès le début.
Et puis avec le témoignage qu'on vient d'avoir... Rassurez-vous, madame, nous n'en sommes encore qu'à la preuve de la couronne. Le ministre de la Défense va venir témoigner pour nous. Le sous-ministre aussi. Le secrétaire d'État et son sous-secrétaire. Ce sont des témoignages qui pèseront lourd dans la balance. Ils doivent tous avoir reçu leurs assignations ce matin ou plus tard. C'est pas loin, Ottawa. Ça n'est pas encore fait. Ça m'étonnerait que King n'ait passé ça. Out of the question. The defense minister can't testify at the Rose trial. Same goes for the rest of the cabinet and the deputy ministers. But, Prime Minister, aren't we possibly exposing ourselves to charges of obstructing justice? Nonsense. Public opinion has already found him guilty. But what about the press? Their minds are pretty much made up, too. Except for a few eggheads nobody reads anyway. No, it's all over for our little friend, Rosenberg. Right, I'd forgotten. His real name, isn't it? Changed it when he first came here. What's next on the agenda? Ottawa a refusé notre assignation. Le premier ministre nous fait dire qu'il ne serait pas dans les intérêts du Canada qu'il témoigne. Ministre, sous-ministre, tutti quanti. Tutti quanti. Il faudrait peut-être demander au juge d'émettre d'autres subpoenas. Il faut que je témoigne. C'est notre seule chance. Mon mari est innocent. Il faut qu'il le dise à la cour. Je suis politicien, je trouverai les mots. Le jury me croira, j'en suis certain. Voyons un peu ce que ça donnerait. Soyez-vous, Monsieur Rose. Je vous en prie. Monsieur Rose, vous êtes membre du Parti communiste. Oui. Le Parti communiste n'est-il pas voué au renversement des gouvernements démocratiques? Non. Il est voué à donner le pouvoir aux travailleurs, aux ouvriers. Comme en Russie. Comme dans votre pays d'origine, la Pologne. On ne parle pas du tout de la même chose. Ici... Je suis sûr que le jury saura apprécier la distinction. N'est-il pas vrai, Monsieur Rose, que vous avez livré des renseignements de nature militaire aux Soviétiques? Oui. Mais les Russes étaient nos alliés. Ils ne le sont plus tout à fait, Monsieur Rose. Qu'est-ce qui me prouve que vous ne saviez pas déjà à l'époque qu'ils comploteraient contre nous aussitôt la guerre terminée? Vous trouvez mes questions intellectuellement malhonnêtes. Soyez certain que celle de la couronne le serait tout autant. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait de mes objections. Sur une tribune politique, vous êtes fort. Devant un tribunal témoignant dans votre propre cause. Vous êtes un amateur. Et ils auraient votre peau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui viendra dire que les Russes étaient nos alliés? Comme si tout le monde ne le savait pas de toute façon. On établit une nouvelle liste de témoins. Il n'y a personne qui viendra. Ils ont tous trop peur. Monsieur Cheatham, vous détenez un diplôme de maîtrise en chimie. Oui. Témoigner en faveur de communistes reconnus prend désormais bien du courage. Churchill vient de lancer la notion d'un rideau de fer entre l'Est et l'Ouest. La guerre froide est officielle. On ne peut même plus parler, sous peine d'accusations sérieuses, de coexistence pacifique avec le bloc de l'Est. En 1944, vous êtes allé à l'usine de Shawinigan Falls. Pourquoi faire? Je devais escorter 2 membres de la mission technique soviétique et répondre à leurs questions. Qu'est-ce qui était produit à cette usine? Un explosif, connu sous le nom de RDX. Avez-vous signé des livres à l'entrée de cette usine? Oui. Sur ces livres, avez-vous mentionné le nom des Russes qui étaient avec vous? Oui. Qu'ont-ils pu voir dans l'usine? Toutes les étapes de fabrication. Les Russes posaient-ils des questions? Constamment. Et dans le train qui vous ramenait à Montréal, les Russes ont-ils continué à poser des questions sur le processus de fabrication du RDX? Ils ont posé des questions et pris des notes
en quantité. Quelles étaient les instructions de M. Ross, votre supérieur, en ce qui a trait aux réponses que vous deviez leur faire? Mes instructions étaient de ne retenir aucune information et de répondre à toutes leurs questions. Et c'est ce que vous avez fait? Oui. Étiez-vous le seul à répondre à leurs questions? Bien sûr que non. Tout le personnel s'est tenu à leur disposition. Merci, M. Cheatham. Dr. Ward, vous êtes professeur émérite de l'Université de New York et vous vous êtes intéressé particulièrement aux relations politiques, est-ce exact? Oui, c'est vrai. Et combien de livres avez-vous écrits sur le sujet? 12 ou 13. On peut donc considérer que vous avez un jugement objectif en matière politique. Objection, votre honneur. C'est une appréciation de votre part, Maître Cohen. Laissez donc le jury en décider. Dr. Ward, vous vous intéressez à l'Union soviétique depuis 1919. En effet, oui. J'ai fait plusieurs séjours là-bas, d'ailleurs. Et avez-vous analysé la position des Alliés durant la Deuxième Guerre? Où allons-nous avec de telles questions? Tenons-nous-en au fait. Quelle était la position de l'armée allemande en 1944? Objection, votre honneur. En 1944, le témoin n'était pas sur le front et n'est donc en mesure de ne donner que son opinion. Objection maintenue. Quelle fut la contribution de la Russie en 1942, 43, 44? Objection, votre honneur. Le témoin n'est pas en mesure de témoigner là-dessus. Ce sont les faits qui nous intéressent. Pouvez-vous chiffrer les pertes soviétiques au cours de ces années? Même objection, votre honneur. Objection maintenue. Selon ce que vous savez de la Russie, est-ce que vous considérez que ce pays est un ennemi potentiel du Canada? Même objection, votre honneur. Objection maintenue. Le témoin est à vous, Maître Bray. Je n'ai pas de contre-interrogatoire, votre honneur. Messieurs les jurés, vous vous êtes engagés à rendre votre verdict en conformité avec la preuve. Or, la preuve apportée par la couronne est bien mince. Igor Gouzenko est un homme qui n'a pas hésité à rompre un serment d'honneur envers son pays. Un homme qui avoue, sans hésitation, qu'il ne veut pas retourner à sa mère patrie. Et je vous demande, quelle est la force de son témoignage? Igor Gouzenko produit, devant cette cour, des documents qu'il a dérobés, des documents qui ne sont pas de sa main. Comment être sûr des renseignements contenus dans ces documents tant que l'auteur, le colonel Zabotine lui-même, n'a pas témoigné? Ce n'est pas une preuve, ça. Ce sont des racontars. La guerre est terminée. On peut maintenant souffler un peu. Mais n'oublions pas, messieurs, que le résultat n'aurait sûrement pas été le même sans l'intervention de la Russie. Et c'est pourquoi le gouvernement de l'époque cautionnait l'aide à la Russie. Fred Rose ne faisait donc que son devoir. De plus, le processus de fabrication du RDX était connu et n'avait rien à voir avec la bombe atomique, comme on aimerait vous le faire croire. Peut-on alors parler de conspiration pour nuire aux intérêts du Canada? Non. Non, messieurs les jurés. La guerre est terminée. On peut maintenant souffler, nous dit la défense. Eh bien, moi, je lui réponds avec les mots d'un grand philosophe. Ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la répéter. Nous venons de vivre les années les plus terribles de toute l'humanité. Parce que, pendant les années 30, les pays libres dormaient.
Mais pendant ce temps, les espions d'Hitler et les agents secrets de Hirohito travaillaient dans l'ombre pendant que nous dormions. C'est pourquoi tant de nos enfants dorment aujourd'hui. Et pour toujours, cette fois. Sous 6 pieds de terre étrangère ou au fond des océans. Et les larmes de leur mère, les larmes de nos épouses, messieurs, n'ont pas encore séché qu'une autre puissance totalitaire veut se lancer à son tour dans une nouvelle et plus grande aventure de domination mondiale. Il ne leur manque que la bombe atomique. Que les amis de M. Rose vont tout faire pour leur livrer. La loi des secrets officiels n'existe pas pour rien. Et nos autorités ne l'invoquent pas en vain. Mais les communistes que nous continuons de tolérer dans notre société, car nous sommes justement un pays libre et démocratique, voudraient nous faire croire que son application sévère par le ministère de la Justice est capricieuse. Ce n'est pas aux simples citoyens, ni même aux simples députés, de décider ce qui est secret ou ce qui ne l'est pas. Oh, à moins de vouloir nous endormir encore une fois et de nous réveiller juste assez longtemps pour assister au terrible spectacle du champignon atomique au-dessus de nos villes. Rose a violé la loi des secrets officiels, messieurs. Et c'est en pensant aux enfants qui nous restent que je n'hésite pas à vous demander de le condamner sans merci. Messieurs les jurés, l'accusé que vous avez devant vous a eu droit à une pleine mesure de justice, comme il se doit dans un pays libre et démocratique. Je vous demande maintenant de rendre un verdict conforme à la preuve établie, sans porter atteinte aux privilèges de la couronne et de l'accusé. Il importe de vous rappeler que tout citoyen de notre pays doit observer nos lois, car autrement ce serait le désarroi. Si, par exemple, un réseau d'espionnage se constituait au Canada, ce serait... Enfin, je n'ose même pas songer aux conséquences. Or, ce réseau était en bonne voie d'être constitué, si ce n'était déjà fait. Mais le délit dont M. Rose est accusé ne se situe pas là. Votre devoir, c'est de décider si réellement Rose a conspiré avec d'autres personnes pour violer la loi des secrets officiels au Canada. La conspiration implique une notion de complot. Donc, vous devez vous demander si, oui ou non, Rose a comploté pour violer la loi des secrets officiels au Canada. Peu importe la teneur des documents et des informations en cause. C'est là le cœur de la question que vous devez vous poser. Nul citoyen du Canada n'a le droit de sacrifier les intérêts de son pays à ceux d'une puissance étrangère. Bien. C'est à vous maintenant de rendre le verdict. Vous pouvez vous retirer pour entreprendre vos délibérations. Merci. À vous d'être juré. Fred Rose était-il coupable? Pour répondre, faites le 514-790-5843. Les résultats vous seront communiqués demain soir dans À vous de juger, mercredi 22h30 au réseau. Vous comprendrez que ce n'est pas un devoir agréable pour un juge que de donner sa sentence à un prévenu reconnu coupable. Mais sans égard aux conséquences, c'est un devoir auquel je ne peux me soustraire.
si pénible soit-il. Monsieur Rose, vous n'aviez pas de raison, encore moins de droit, pour faire ce que vous avez fait. Vous êtes né à l'étranger, vous êtes venu ici, paraît-il, pauvre et misérable. Non seulement l'État de ce pays vous a rendu heureux, libre et prospère, mais les citoyens de cette ville vous ont élu à un poste d'honneur, de grande responsabilité et de confiance. Maître Bray, avez-vous des représentations à faire avant que je prononce ma sentence? Non, Votre Seigneurie. Maître Cohen? Moi non plus, Votre Seigneurie. Fred Rose, levez-vous. Avez-vous quelque chose à dire avant que je prononce ma sentence? Je n'ai jamais rien fait contre les intérêts du peuple canadien. Jamais. En vertu de la faute que vous avez commise, je vous condamne à 6 ans de pénitencier. Courage, Monsieur Rose. Nous gagnons à l'appel. Merci, Maître Cohen. Merci pour tout. Cohen portera l'appel jusqu'à la Cour suprême, peine perdue. En vertu de la loi sur les secrets officiels sanctionnée en 1939, devient secret officiel ce que le gouvernement désigne comme tel. En vertu de cette loi, il importait peu que les Russes en aient appris davantage par les revues et même par les voies officielles que par les révélations de Rose. C'est pourquoi aujourd'hui, pratiquement tous les observateurs reconnaissent qu'il n'y a jamais eu de crime de la part de Fred Rose, auquel on a refusé une libération conditionnelle qu'on accordait à des criminels endurcis et qui a donc passé plus de 6 ans en prison. Une fois sorti, il se fait harceler à un tel point par la police qu'il finit par s'exiler en Pologne avec sa femme. On lui enlève sa citoyenneté canadienne. Et quand, 10 ans après le procès, Rose demande l'autorisation de revenir au Canada pour assister au mariage de sa fille, cette permission lui est refusée. Il mourra en exil en 1976. Madame Rose est revenue au Canada et vit avec sa fille. Le professeur Boyer a été condamné à 2 ans de pénitencier et il est décédé paisiblement à Montréal en juin 1993. Quant à Igor Gouzenko, il est mort en 1982 sans jamais avoir dévoilé son visage au grand jour. Mardi prochain, à 21h, l'affaire Ginette Couture-Marchand. Un autre grand procès à ne pas manquer. Le champ.
Bonsoir. Hier, procès de Fred Rose, accusé d'espionnage pour le compte de l'URSS en 1946. On l'a vu, la preuve présentée contre Rose n'était pas très lourde. On lui reprochait d'avoir livré des secrets militaires à l'URSS. Mais ces secrets militaires, c'était la formule d'un explosif. Une formule tellement peu secrète qu'elle avait déjà été publiée dans des revues scientifiques. Et de surcroît, Fred Rose avait livré cette formule aux Soviétiques à l'époque où le Canada et l'URSS étaient alliés dans la guerre contre le nazisme. Malheureusement pour Rose, il était député communiste à la Chambre des communes à Ottawa et en 1946, il ne faisait pas bon être communiste puisque nous entrions dans ce qu'on a appelé la guerre froide. Rose sera condamné à 6 ans de prison. Voici quelques images de l'émission présentée hier soir. Sur une tribune politique, vous êtes fort. Devant un tribunal, témoignant dans votre propre cause. Vous êtes un amateur. Et ils auraient votre peau. Ça veut dire que des documents émanant de Fred Rose ont été envoyés par courrier diplomatique à Moscou. C'est exact. Avez-vous quelque chose à dire avant que je prononce ma sentence? Je n'ai jamais rien fait contre les intérêts du peuple canadien. Jamais. Alors, Fred Rose était-il coupable ou innocent? Depuis hier, vous avez répondu à notre question en très grand nombre. Nous vous communiquerons votre verdict en fin d'émission. Et nous allons trouver ce soir nos 4 commentateurs des 2 dernières semaines. Je vous les présente à nouveau. Tout d'abord, Yves Boisvert, qui est chroniqueur judiciaire à la presse. Bonsoir, Yves. Bonsoir. Maître Jean-Claude Hébert, qui est criminaliste. Bonsoir. Bonsoir. Maître Daniel Côté, qui est procureur de la Couronne au fédéral. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Jean Cournoyer, avocat et animateur à CKAC. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Nous revenons avec eux tout de suite après cette pause. Ou pas, c'était une puissance étrangère, point. Et vous avez la plus belle preuve quand l'avocat de la défense, Maître Cohen, contre-interroge l'accusé en pratique pour lui montrer que dans les faits, il ne devrait pas témoigner et qui lui fait dire, saviez-vous que dans un an, peut-être la Russie deviendrait un ennemi du Canada? Et ça, c'est l'exécutif qui est en mesure d'évaluer ça. Et là-dessus, évidemment, Rose n'est pas capable de répondre. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est la plus belle preuve que c'est pas pertinent que la Russie a été alliée ou pas. Mais ça, je suis inquiet un peu quand j'entends ça, parce que, je veux dire, une bonne partie de la plaidoirie du procureur de la Couronne faisait appel justement à ces notions-là. Oui. Alors, si c'était pas pertinent, pourquoi le juge n'a-t-il pas interrompu l'avocat de la Couronne pour lui dire « Parlez-nous des faits », comme il a fait pendant le procès avec l'avocat de la défense? Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Oui. Donc, ça aurait dû être retenu, ça. Je pense que, vu l'optique de l'acte d'accusation, vu qu'on faisait référence à ce climat politique, veut pas, on aurait dû permettre à la défense un peu plus de latitude et au moins d'interroger son témoin là-dessus, quitte après ça à parfaire, à retenir l'essentiel dans les directives du juge au jury, mais on ne pouvait pas court-circuiter tout le phénomène des faits comme ça collatéraux qui devenaient pertinents. Bon, on a parlé du jury aussi. Alors là, en ce qui concerne le jury, ce qui apparaissait dans le procès hier, c'était un jury un peu particulier. On le soulignait. C'est un jury, par exemple, où il était possible, les jurés buvaient. Je ne sais pas si c'était Yves, mais enfin, ils buvaient, ils avaient accès à de la bière, ils lisaient les journaux, ils écoutaient la radio. Est-ce que c'est si étonnant que ça? Est-ce que c'est... C'est la même chose aujourd'hui. Tant que les jurys ne sont pas séquestrés, ils ont accès à la télévision, aux journaux. En début de procès, le juge les met en garde de ne pas le faire. Ben oui, évidemment, ils peuvent quand même prendre une bière. Tant qu'ils ne sont pas séquestrés, le danger est là. Je pense qu'il est potentiel. Ce qui est important, Pierre, de se souvenir, cependant, c'est le climat de l'époque. Oui. Parce qu'il ne faut pas l'oublier jamais. Et il faut aussi l'odieux de la loi des mesures de guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça se faisait en vertu de la loi des mesures de guerre. Elle était en vigueur. Elle était là, et la même loi qui a présidé à d'autres événements plus tard. C'est ça qui explique probablement la réaction du public quand, à un moment donné, on dit « ça se peut pas qu'on juge un homme sur une affaire à une patente semblable. Ouais, puis tout ça venait aussi en même temps du témoignage de Gromyko, de Gouzenko, de Igor Gouzenko. Non, Gromyko n'a pas témoigné au procès Rose. Je ne vais pas vous apprendre ça aujourd'hui. Il n'était pas loin, Il n'était pas loin, non, c'est ça. Et Gouzenko, donc, avait des noms de code. Et a dit, Rose, c'est Rose. Mais finalement, il ne le savait pas, en fait. Il n'établissait pas de rapport. Moi, je suis convaincu qu'une preuve semblable ne passerait pas aujourd'hui, pas de miette, parce que ça n'a pas de bon sens de dire, voici, sur un témoignage. Et c'est là que j'ai pas aimé, comme vous, Jean-Claude, le juge qui refuse totalement l'objection
sur ce fait qu'un témoin vienne dire que telle chose, il l'a eu d'un autre. Voilà. C'est cette sorte de transfert, là. On n'a pas le sentiment que le procès était équitable parce que, en partant, le gouvernement a choisi le forum. Il a imposé un procès devant le jury. On savait que les gens s'étaient fait un peu laver le cerveau par la publicité, etc. Si on avait donné à Rose le choix d'aller devant le juge seul, peut-être l'équité du procès, enfin, le déroulement du procès eût été différent. Mais l'attitude du juge lui-même, prenons juste, je regarde son adresse. Son adresse, c'est condamnez-le. Condamnez-le. Elle était partiale. Et là, on peut s'étonner par la suite que les procédures d'appel aient quand même conclu de la même manière. Bien, la charge du juge qu'on a eue était quand même très partielle, même si elle était partielle. Alors, je pense qu'il faut faire la part des choses. Celle qu'on va montrer était partielle. Ah oui, tout à fait, je vous l'admets, mais la charge complète... On va s'arrêter là-dessus, si vous voulez, puis nous reviendrons tout de suite après cette pause pour poursuivre la discussion. Profond, je sais pas, là, moi je m'y connais pas tellement dans ça, mais d'après moi, ça se pouvait pas. So what happened is, and the persecution of the Jewish people in Quebec at the time of Lionel Groulx and Adrien Camp, he figured he's an ally, he's going to help the Soviet Union. Ce que vient de dire ce monsieur, c'était que pendant la guerre, les Juifs au Québec étaient persécutés, et ça, c'est un peu sous l'inspiration d'Adrien Arcan et de Chanoine Groulx. Mais ce qu'il faudrait peut-être dire, cependant, c'est que Rose a été élu 2 fois dans Montréal-Quartier, en 1943, puis avec une forte majorité en 1945, et qu'il y avait beaucoup de francophones, de Canadiens français, comme on disait à l'époque, qui ont voté pour lui. Ouais, on peut quand même se poser des questions quand on regarde la peine qui lui a été imposée. Est-ce que si ça n'avait pas été, entre guillemets, un étranger, il aurait eu 6 ans de prison ferme quand le maximum... Mais c'était beaucoup, 6 ans pour espionnage, trahison. Est-ce que c'était vraiment... Bien, le maximum était de 7 ans. Oui, c'était pas trahison. Était de 7 ans. C'était pas haute trahison. Non, c'était en vertu de la loi sur les secrets officiels. Et c'est rare qu'on donne près du maximum à la première sentence, pas d'antécédent. Et il semblait avoir une bonne conduite à tous égards, mis à part ça. Moi aussi, la sentence m'a paru très sévère. Elle a été par ailleurs confirmée par la Cour d'appel. Puis il n'y avait pas de libération conditionnelle possible à ce moment-là, non? Elle était possible en théorie. Il semble qu'en pratique, on ne l'ait pas accordée, ce qui est aussi surprenant. Ce qu'il faut dire, c'est qu'après ces 6 ans, il a dû partir en Pologne, où il est mort. Il n'a jamais pu revenir, d'ailleurs, dans son pays. Mais est-ce que ça vous a pas choqué, ça, de voir que le premier ministre ont décidé, eux, de ne pas venir témoigner? Non, ça, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne sais pas. J'ai l'impression que, hormis un cas de secret d'État, un ministre ou un premier ministre devrait se faire un devoir d'accepter l'assignation qui lui est faite en bonne et due forme et de venir témoigner. Et finalement, c'est l'accusé et son avocat qui sont maîtres de leur procédure et de la pertinence d'un témoignage. Si jamais on s'aperçoit en cours de route que les questions sont abusives, le juge est là pour protéger le témoin et interrompre le témoignage. Alors, je ne comprends pas que le premier ministre du temps ait décidé que son témoignage n'était pas pertinent avant même de connaître les questions qu'on allait lui poser. Mais des ministres, et surtout des premiers ministres comme témoins en cours, on ne voit pas ça très, très souvent non plus. C'est vrai, mais c'était un cas tout à fait exceptionnel. C'est vrai que c'est exceptionnel que ça. Bien, l'accusation, le contexte d'alors, la nature de la loi qui était en cause, la loi des secrets officiels. Si on retourne à la remarque fort désobligeante de quelqu'un tantôt, M. Mackenzie King était bien assis sur son siège quand, si c'est vrai qu'il a agi comme ça, a décidé qu'on n'allait pas témoigner pour un vulgaire petit député qui était dans la Chambre des communes, un vulgaire petit député à la Chambre des communes accusé d'un acte qu'il n'aurait pas dû commettre. Mais l'acte lui-même, l'acte d'accusation, le fait de l'accuser, est-ce que c'était Duplessis qui l'a fait ou si c'était quelqu'un de la Gendarmerie royale? Et la Gendarmerie royale relevait de qui, sinon du gouvernement libéral de M. Mackenzie King? M. Mackenzie King avait un intérêt immédiat à le poursuivre. Comment, à ce moment-là, accepterait-il, quand il a le pouvoir de le faire, d'aller témoigner? Il avait juste le pouvoir de dire « niet ». Il a dit « niet ». Une autre chose aussi, des gens ont reçu des subpoenas et ne se sont pas rendus en cours. Moi, si je reçois un subpoena, il me semble qu'il faut que j'y aille. C'est pas la façon de procéder, effectivement. Il y aurait eu lieu, je pense, de présenter une requête pour faire casser le subpoena si on prétend que... Il y en a une autre. Moi, j'ai connu ça quand j'étais plus jeune. C'est que pendant une session, il n'y a pas un ministre qui peut être convoqué, encore moins le premier. Donc, ça veut dire qu'il est possible que si je retourne à l'époque, on était peut-être en plein milieu de session. La session de la Chambre des communes. À ce moment-là, il n'y a pas un ministre qui peut être convoqué. Tu les convoques, mais ils y vont s'ils veulent bien y aller.
pendant la période de session. En dehors des sessions, tu peux les convoquer. Ils sont contraignables à la condition qu'il n'y ait pas cet affidavit dont on parlait tantôt. Mais il me semble que l'intérêt de la justice passe avant l'intérêt personnel d'un premier ministre. On aurait dû faire l'équation. Oui, mais de quoi? Je le dis bien naïvement. De quoi? C'est un beau principe. De quoi aurait-il témoigné, de toute manière, de l'état des relations entre les puissances en cause à ce moment-là pour déterminer si véritablement, à partir de ce qu'ils savaient au cabinet, il y a eu échange ou trafic d'informations. Est-ce que c'était pertinent dans les circonstances, Jean-Claude? Est-ce qu'on ne l'a pas accusé finalement sur une technicalité? Il avait effectivement, puis tout le monde a admis ça, avait effectivement remis les documents à la puissance étrangère, entre guillemets, et il l'avait émis alors qu'il y avait une loi des secrets officiels en vigueur. Le temps passe, je voudrais qu'on parle d'une autre chose aussi. La Cour suprême, donc, n'a pas reçu la demande d'appel de Rose. Pour quelle raison, d'après vous? Je veux juste quand même rappeler qu'il y avait 2 membres de la Cour suprême à l'époque, 2 juges, qui avaient fait partie de la commission Kellogg, donc qui s'étaient déjà intéressés au cas Rose plutôt. Je pense qu'il faut faire un peu attention à ça. Dans un premier temps, je suis convaincu que les 2 juges qui étaient sur la commission n'ont pas siégé sur la demande de permission d'appeler. Et il faut se rappeler que le jugement de la Cour d'appel est un jugement unanime de 5 juges. Alors, évidemment, la dramatique nous fait voir certaines parties du procès, mais il en reste pour moi que le procès a duré longtemps. Les arguments devant la Cour d'appel ont duré 7 jours. Alors, je pense que la Cour suprême, lorsqu'elle a eu à se prononcer, avait un dossier fort différent de ce qu'on a vu en partie ici. Surtout que la Cour d'appel était unanime. Quand tu as une Cour d'appel unanime, ça te prend des gros motifs pour convaincre la Cour suprême d'intervenir. Pardon, maintenant. Est-ce qu'il est possible qu'il puisse y avoir un pardon d'accordé à Rose? Est-ce que, par exemple, sa fille pourrait en demander une révision du procès? Il existe une procédure au Code criminel qui permet à quelqu'un de demander un pardon. Maintenant, est-ce que ça va aux héritiers? Ça, je ne le sais pas. Mais il est toujours possible de demander au gouvernement de réexaminer le dossier. Ils peuvent faire des commissions d'enquête, comme ils l'ont déjà fait dans le passé. C'est une question d'intérêt et d'importance. Est-ce qu'il est opportun de le faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je vois mal là, comment on pourrait, d'un point de vue juridique, là, justifier un pardon là, après tout ce temps-là. Ça devient politique. Si le gouvernement pense qu'il y a eu une erreur du Canada à ce moment-là, bien là, c'est à lui de voir s'il est opportun de s'excuser, comme le gouvernement l'a fait dans le cas des Japonais canadiens qui ont été mis dans les camps de concentration au Canada pendant la même Deuxième Guerre mondiale. Bien, nous allons nous arrêter pour le moment et après la pause commerciale, nous connaîtrons le résultat de cette consultation express que nous vous proposons depuis hier soir. Fred Rose était-il ou non coupable? Alors, c'est maintenant le moment de vous transmettre le verdict auquel vous êtes arrivé. Fred Rose était-il coupable ou innocent? Vous avez été à peu près 3000 à téléphoner dans une proportion de 10 %. Vous avez répondu coupable et donc à 90 % vous avez répondu innocent. Ça a été assez massif comme résultat de ces consultations express depuis 3 semaines. Dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours de 90 %, 10 % ou à peu près. Vous vous demandez ce que vous pensez de cela, vous, Jean, par exemple? Moi, Pierre, dans les 3, là, on dirait que vous avez fait exprès. C'est-à-dire? La première m'avait inspiré une grande sympathie pour l'accusé. Je ne pouvais pas la trouver coupable. La deuxième va me donner un portrait de curé absolument épouvantable. Je ne pouvais pas le trouver non coupable. Puis là, le juge, je l'haïssais dès que je l'ai vu. Fait que j'arrive à la même conclusion qu'au strict point de vue du jeu des acteurs, encore une fois, c'est extraordinaire. C'est un facteur important. Ces acteurs-là ont fait des choses que ceux qui présidaient au jury ou au jugement des premières instances n'ont pas pu faire. Je suis d'accord. Le plus bel exemple, je pense, c'est si on revient à Mme Pitt. Placer une comédienne qui n'est pas bonne, qui a l'air d'une vieille femme acariâtre, désagréable, et essayer de faire avaler au jury l'histoire que Mme Pitre a essayé de faire avaler. C'est loin d'être aussi évident. Oui, je pense que les auteurs avaient une thèse là, dans chaque épisode, puis on la sentait là, dans la... par exemple, hier, il y en avait beaucoup de sympathie pour la pauvre femme de Rose là, qui attendait son mari. Là. Donc, ça incite à croire qu'il était victime là-dedans. Mais il ne fallait pas prendre ça non plus trop au sérieux. C'était plutôt un jeu de société qu'autre chose. Vous, monsieur le criminaliste... Oui, moi j'abonde dans le sens là, des remarques qui ont été faites, sauf que je pense que ça a forcé quand même les gens à se pencher sur le fondement d'un procès criminel, comment ça fonctionne, l'équilibre des forces en nature. On s'est rendu compte que finalement, des gens pouvaient faire pencher la balance d'un côté avec tel genre d'argument, mais c'est comme ça que ça se passe aussi dans un procès. Dans ce sens-là, c'est pas faux, la consultation populaire. Mais il y a un autre remarque, c'est que dans notre procès d'hier, Pierre,
c'est une chose que à peu près l'ensemble des Québécois considèrent comme ridicule. Les histoires de secret officiel. Ouais. En 1993, tout le monde se parle. Puis dans ce temps-là, c'était peut-être différent, puis il y avait peut-être le climat. Mais aujourd'hui, un secret officiel, mon œil, me dit, c'est quoi ça, cette histoire-là, un secret officiel? La dynamite, tout le monde sait ce que ça veut dire. La bombe atomique, c'est la même affaire. On prend plus ça au sérieux. On prend pas ça au sérieux. Pourquoi qu'on donne un gars 6 ans de prison parce qu'il a dit qu'un tel avait fait telle ou telle patente qui était approuvée par tout le monde dans le temps? C'est un des premiers commentaires, d'ailleurs, qui a été fait dans le Vox Populi. Le premier monsieur qui a parlé, il dit, bon, c'est pas sérieux, c'était pas grave ce qu'il a donné. Alors, je pense que ça indique effectivement ce que les gens pensent des Mais ce qui est secrets. plus sérieux, c'est que l'État peut encore pourchasser ses ennemis politiques en utilisant les ressources épouvantables de l'État. Ça peut se faire encore. Tant qu'il y aura des États, je pense qu'il y a des règles qui vont devoir être respectées, effectivement. Et je pense que la transmission... Ça sera le mot de la fin. C'est tout le temps que nous avions. Je vais remercier mes invités d'avoir été là pendant 3 semaines. La semaine prochaine, notre grand procès sera consacré à une affaire plus contemporaine sur laquelle il nous sera malheureusement pas possible de faire de commentaires. Je vais recevoir cette fois-là des parents, des personnes qui furent impliquées dans nos 3 premiers procès, notamment, par exemple, la fille et le petit-fils de Fred Rose. Alors ici Pierre Nadeau, je vous donne rendez-vous mardi soir prochain pour un 4e et dernier grand procès, l'affaire Couture-Marchand. C'est un drame passionnel des années 80. En voici un extrait. C'est moi qui les ai dit. Je m'en souviens pas. Dans ça, c'est écrit. J'ai tué mon mari, je l'ai tué, je l'ai frappé. Ça vous dit, c'est pas vrai? C'est la seule explication qu'ils m'ont dit. Ça peut rien être que toi. Madame, dans la déclaration, pourquoi n'est-il jamais fait mention de Paul Dubé? Pourquoi n'avez-vous jamais dit aux policiers que Paul Dubé était là? C'est que c'est pas moi qui l'a fait, la déclaration. Je pouvais pas le dire. C'est pas moi qui l'a écrit. C'est pas moi qui a dit qu'il avait tué mon mari. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Un gros secret hante les pensées de Jean Côté. Découvrez ce qui le rend dépressif dans Chop Suey demain 19h30.